On a compté environ 500 projets, pas seulement dans la région, on travaille aussi à l'étranger, on travaille à Dubaï, on travaille au Qatar, on travaille en France, en Italie, avec toujours l'objectif de créer des architectures différentes. On sait qu'en Suisse, il y a environ 30% de la population qui est propriétaire, d'autres 70% sont locataires, mais tous, ils désirent accéder à la propriété. On travaille avec Richard Meyer, Stern, Frampton, qui étaient des architectes très actifs de New York. Gabriele, bonjour. Bonjour Grégory. Merci de nous recevoir dans vos sublimes locaux de Archilab La Puy. Merci d'avoir organisé cette rencontre. C'est toujours un plaisir, hein. Ça devient une habitude. On était encore là la semaine passée pour les 30 ans d'Archilab. On est aujourd'hui ici pour discuter un petit peu de votre vision des choses, comment vous en êtes arrivé là, votre parcours dans l'architecture et tout ce que vous avez pu accomplir au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une semaine, on était dans ces locaux. On avait le lancement de notre livre de 30 et plus années de travail du bureau Archilab. C'était un peu un couronnement d'un parcours. En tout cas, pour moi, c'était un couronnement d'un parcours, mais pas la fin d'un parcours, mais c'est plutôt même la fondation pour un nouvel avenir pour le bureau Archilab. Ça fait plus que 30 ans qu'on a créé cette cabinet d'architecture, avec toujours l'objectif de créer des objets particuliers, une architecture différente. Et c'est pour ça aussi qu'on a donné ce nom au bureau Archilab, c'est-à-dire un laboratoire d'architecture où chaque projet doit être un travail de recherche, d'invention et d'innovation. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été confirmé par rapport à notre activité, qui est le courtage immobilier. Donc c'est vrai que personnellement, quand j'ai intégré Rockwell Properties il y a quelques années, j'ai été agréablement surpris de constater que vous aviez développé une grande partie de la région de par vos créations. Et c'est vrai que d'avoir des villas, comme je l'appelle personnellement, des villas signature Archilab, c'est quand même un bénéfice pour nous, dans le courtage, de faire référence à vos réalisations. On prend par exemple un cas de figure assez récent, qui date de début du mois, sur une belle villa à Podé, que vous avez réalisée il y a quelques années. Ça a été vraiment un levier d'expliquer que vous aviez mis votre patte sur cette réalisation. Écoutez, je suis très touché par vos mots, mais c'est vrai qu'on a eu une activité assez intense dans ces 30 et plus années de travail. On a compté environ 500 projets dans la région, mais pas seulement dans la région. On travaille aussi à l'étranger, on travaille à Dubaï, on a travaillé au Qatar, on travaille en France, en Italie, au Cameroun, on a fait des projets en Danemark. Mais principalement, vraiment, c'est la région Lausanne et Genève, notre domaine principal d'intervention. Et on a toujours été dans une ligne qu'au début était très difficile à faire passer. Ce langage architectural qui est notre caractéristique, c'était dans les premières années d'activité de mon bureau, c'était quelque chose d'assez difficile. En étant jeune architecte, en ayant ouvert mon bureau et en étant aux premières armes, c'était un travail compliqué, arriver à faire passer ce langage, ce message, mais in fine, ça nous a rendu grand service de rester très cohérent par rapport à ce type d'architecture qui a toujours été la même, ou toujours dans cette typologie de langage qu'on a voulu exprimer depuis le départ de la création d'Archilab. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit sur différentes études conjointes qu'on peut avoir en commun. En termes de délai, pouvez-vous nous expliquer les étapes importantes d'un projet ? C'est vrai que quand on rencontre un client, on discute, on essaie de comprendre ses besoins, on part rapidement sur un avant-projet, un projet, on fait une demande de permis. Avant de pouvoir construire, il passe déjà 2 ou 3 ans, voire plus si on a des oppositions. Donc c'est vrai que ça peut décourager beaucoup de monde en voyant les difficultés qu'on a pour l'obtention de permis. Et ça, c'est, à mon avis, un gros problème. Et il faudrait trouver une solution, mais ça, c'est aux politiques, vraiment, de nous aider à simplifier les démarches pour les autorisations de permis,
pour répondre à un besoin qui est réel, un besoin de la population. La population cherche à trouver du logement, trouver des habitations qui correspondent à leurs besoins. On sait qu'en Suisse, il n'y a qu'environ 30% de la population qui est propriétaire, l'autre 70% sont locataires, mais tous, ils désirent accéder à la propriété. Alors bien sûr, il y a toute la problématique aussi des financements qui est aussi importante, mais déjà de pouvoir construire plus facilement, parce que construire plus facilement, ça nous permet aussi de réduire les coûts de construction. Aujourd'hui, on se plaint que la construction en Suisse est très chère. Oui, elle est très chère aussi parce que les démarches sont longues. Des fois, pour obtenir un permis, on doit remettre à l'enquête 2 fois, 3 fois, modification, après passer encore à travers des commissions pour affiner le projet. Et ça complique et ça renchérit toujours plus la construction. En parlant de construction, coûts de construction, on cible aussi tout ce qui est performance énergétique. Quel est votre avis sur le sujet ? Je pense que c'est fondamental, comme constructeur, comme architecte, de toujours avoir un souci sur la durabilité et sur l'écologie et notre intervention dans le paysage. Ça a toujours été un souci, de ma part en tout cas, mais aujourd'hui encore plus, parce qu'il y a toute une réglementation qui nous oblige, d'une part, de respecter certaines normes, mais je pense que c'est aussi un souci de notre part de construire quelque chose, qu'on laisse quelque chose aux générations futures qui n'impacte pas le paysage et qu'on essaie de réduire au maximum la production de CO2 et d'avoir des constructions les plus correctes possibles au niveau des aspects écologiques. Ouais. Gabriele, en termes de densification, quel est votre point de vue sur le développement immobilier actuellement sur Vaud ? Je suis profondément convaincu qu'il faut densifier dans des sites urbains déjà urbanisés. La ville peut absorber une certaine augmentation de densité. La surélévation des bâtiments, c'est tout à fait intéressant comme solution. On voit que là aussi, on a des fois des difficultés à faire appliquer ce type de loi qui a été d'ailleurs votée. On a une volonté de densifier le centre-ville et de ne pas s'éparpiller dans le paysage. Je pense que ça, c'est aussi un paramètre très important, de conserver un espace nature, un espace construit, c'est fondamental, mais de nous laisser construire en ville, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, de vouloir à tout prix conserver et préserver à l'intérieur des villes des zones qui pourraient être protégées, par exemple, pour des questions de valeur historique, des fois, ça peut pénaliser fortement ce type de développement. Je ne suis pas sûr qu'il faille absolument paralyser toute la ville. Il faut plutôt la laisser évoluer. Une ville, c'est un peu un organe vivant. On ne peut pas s'imaginer de le paralyser à moitié ou complètement. Elle doit vivre, elle doit se développer, elle doit continuer à se construire. Et de rester figé à une époque, c'est faire mourir les villes. Avec votre expérience et expertise, parce qu'on constate toujours la finalité d'un projet, quelle est votre approche à partir d'une feuille blanche ou en tant que courtier, quand on vous amène une parcelle? Quelle est votre réflexion? Comment vous développez un projet? Bon, c'est très important d'écouter le client d'abord, savoir un peu le client, qu'est-ce qu'il désire. Ça, c'est le point de départ. De comprendre aussi son budget, c'est aussi le deuxième point. Et après, c'est l'analyse du lieu qui est fondamentale pour faire coïncider un peu tous les éléments. Il y a le programme du client, il y a le caractère du client, la volonté du client et le site sur lequel on doit construire. On doit comprendre ces trois paramètres. Une fois qu'on a bien compris ces trois paramètres, on peut arriver et développer un projet. Et le projet se développe toujours après une analyse approfondie de ces paramètres avec des esquisses d'abord qu'on présente au client, et puis les esquisses deviennent projet, le projet devient demande de permis, et après plan de construction et exécution, c'est la construction en elle-même. Vous avez un besoin de pédagogie auprès de vos mandants sur chacun de projet, où ils sont déjà avertis lors de la première entrée en matière avec votre cabinet? Alors, on a des clients que c'est la première fois qu'ils construisent, donc il faut tout expliquer.
On a heureusement des clients, ça nous est déjà arrivé, qui sont à la 3e ou 4e construction avec nous, donc ils n'ont pas besoin qu'on lui réexplique le processus. Beaucoup de nos clients, c'est des promoteurs, donc c'est des gens qui se connaissent bien le métier de la construction. Donc, quand je dis la première phase, c'est l'écoute du client, comprendre qu'est-ce que le client a besoin, et on répond par rapport aux connaissances et aux besoins du client. Bien évidemment, un promoteur immobilier qui a déjà construit des centaines d'immeubles, il n'a pas besoin qu'on lui explique la démarche. Par contre, la personne qui fait son premier investissement immobilier, c'est clair qu'il faut partir de zéro et lui expliquer toute la démarche étape par étape. Et souvent, on les accompagne aussi dans toutes ces démarches qui vont du projet jusqu'au financement bancaire, à la construction, le choix des entreprises. C'est un travail, je dirais, d'accompagnement autant que généraliste, parce que nous, comme architectes, on est des généralistes, on connaît un peu dans on a des connaissances un peu dans tous les domaines qui vont de la création à la construction, au financement, et donc on essaie de les accompagner le mieux possible avec nos connaissances et notre expérience. Tout à fait. Et puis, Archilab est une notoriété très importante. Il y a une équipe aussi très étoffée au sein de votre cabinet d'architecte. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur comment est le fonctionnement ? Oui, donc dans le bureau Archilab, on est aujourd'hui une trentaine et plus de collaborateurs. Dans l'équipe, il y a bien sûr des architectes, des personnes qui sont plus orientées dans la direction des travaux, des dessinateurs. Il y a une partie administrative aussi. Mais ce qui me fait plaisir, c'est voir que la plupart des collaborateurs, c'est des personnes qui sont au sein du cabinet depuis 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Donc, il y a une certaine affinité de caractère, de vision, qui nous permet de travailler tous sur la même longueur d'onde et de développer autant de projets. Aujourd'hui, on a une 60aine de projets dans le bureau qui sont menés par cette équipe de 30 et plus de collaborateurs. On parlait tout à l'heure de développement et promoteur. Notre société Rockwell Properties, qui a été créée par M. Louis et M. Kotsan, qui sont les deux cofondateurs, quelle est la différence que vous constatez entre Rockwell Properties et les autres ? Oui, écoutez, moi j'apprécie beaucoup travailler avec vous. Pour une simple raison, c'est que je trouve que vous avez un profil atypique de courtier. Vous êtes un courtier qui vient avec des connaissances de la construction, des connaissances du marché, connaissances du financement, de l'économie. Vous avez un background d'architecte aussi, ce n'est pas par hasard. Donc, c'est très agréable parce que quand vous nous amenez un terrain ou un client, vous avez déjà préparé le terrain, si je peux dire. C'est que vous avez déjà analysé la constructibilité d'une parcelle ou la faisabilité d'un objet. Vous savez déjà plus ou moins combien ça va coûter et à combien on peut revendre éventuellement l'objet. Et ça, pour nous, c'est un grand plus. Souvent, on a des courtiers qui viennent, ils nous amènent un terrain, ils nous disent c'est fantastique, il faut l'acheter, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on peut construire, combien ça coûte, à combien on peut le revendre. Donc, il faut faire toute l'analyse. Nous, on doit faire tout ce travail que normalement, on s'attend qu'il soit fait par le courtier. Le courtier, quand il arrive ici, il nous amène un objet, un terrain ou un immeuble. J'aime, comme vous le faites, qu'il ait déjà fait une analyse de fond et qu'il arrive et les choses sont déjà très claires. Et on sait très bien si on peut et comment on peut aller de l'avant. Je rebondis d'ailleurs sur une petite anecdote. Notre rencontre, oui. qui a été assez sympa. C'était assez drôle parce que je me souviens, c'était il y a c'était quoi, une année et demie, ou 2 ans presque. Ça passe vite. Je me baladais dans la rue Etraz, où vous avez votre boutique, votre agence, et il y avait des projets affichés dans la vitrine où c'était marqué « Construit par l'architecte Gabriel Rossi ». J'étais très content de voir que mon nom était affiché comme une référence, comme une marque presque. Alors je frappais à la porte et je dis « Bonjour monsieur,
vous savez qui je suis? Non, je suis celui qui vous a affiché sur la porte d'entrée. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'était très sympathique parce que, voilà, vous connaissiez le nom, mais vous ne connaissez pas encore moi-même. Et puis, depuis là, voilà, a commencé une longue collaboration parce que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Et depuis là, est née cette collaboration qu'on a sur différents projets. Effectivement, Gabriel, notre rencontre a été plutôt improbable. Je crois que depuis ce temps, on a continué à trouver des synergies de par nos compétences respectives. Et on peut revenir aussi sur votre parcours. Comment tout ça s'est créé? Quelles ont été vos inspirations pour avoir la fibre de l'architecture? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu tout ça pour inspirer aussi les jeunes talents qui pourront peut-être rejoindre votre cabinet un jour? Alors, je pense d'avoir eu un parcours assez atypique dans le domaine de l'architecture parce que, bien évidemment, je ne suis pas une production locale. Je suis né à Milan, j'ai fait une partie de mes études en Italie, j'ai commencé mes études d'architecture en Suisse, après je suis parti aux États-Unis, j'ai terminé avec un master en architecture et en urbanisme à la Columbia University. Et après, j'ai eu la chance d'avoir été choisi par le directeur du programme de l'Université Columbia, qui venait de gagner un concours d'aménagement de Battery Park City. C'était tout l'Enfield qui avait en face à l'époque, c'était les Twin Towers, maintenant c'est Liberty Towers. Et il avait besoin de jeunes architectes pour développer tout ce quartier, qui était un gros quartier au sud de Manhattan. Donc j'ai eu la chance de travailler dans son cabinet pendant plusieurs années, côtoyer les gros architectes qui ont travaillé à New York à cette époque. Donc c'était fin années 80. Donc on travaillait avec Richard Meyer, Bob Stern, Frampton, qui étaient des architectes très actifs dans le panorama architectural de New York. Et j'ai eu même la chance à l'époque de travailler avec Donald Trump. Donald Trump, c'était un de nos clients dans le cabinet que je côtoyais à l'époque. Moi, j'étais un jeune architecte. J'avais 28, 29 ans. Lui, il en avait un peu plus que 40. Et c'était une expérience très intéressante. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de retourner en Europe et j'ai profité d'une occasion qui m'a été offerte de travailler à l'université, à l'école polytechnique de Lausanne, dans la chaire d'urbanisme où j'ai enseigné pendant 4 ou 5 ans. Et en parallèle, donc j'ai pu ouvrir le bureau d'architecture Archilab avec des petits mandats au départ. Et petit à petit, l'activité professionnelle a pris beaucoup plus d'importance que l'activité académique. Donc aujourd'hui, je me suis consacré complètement à mon activité professionnelle dans le bureau et avec tous les projets qu'on doit gérer. On parlait de passion Oui. au détour d'une discussion cette semaine. Oui. Quel serait votre meilleur conseil pour les passionnés d'architecture? Oui, oui. Plutôt, je dirais, pour faire de l'architecture, il faut être passionné. Voilà, c'est ça. C'est pas un métier, c'est une passion. Si vous ne l'avez pas, il vaut mieux faire autre chose. C'est un métier, et c'est ce que je conseille toujours aux jeunes qui viennent, me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être un architecte. D'abord, il faut avoir cette passion, il faut le sentir dedans, avoir cette vocation dans la création. Il faut avoir envie de créer, de développer, d'inventer toujours, d'utiliser et d'approfondir les connaissances. Je pense que c'est un domaine où on n'arrête jamais d'apprendre. Et il faut continuer à s'intéresser à plein de domaines. Il n'y a pas seulement l'histoire de l'architecture qui est fondamentale, que je conseille toujours à tous les jeunes étudiants, de bien connaître l'histoire de l'architecture avant de commencer à dessiner quelque chose. Il y a déjà tellement de choses qui ont été faites qui sont très intéressantes et qu'on doit connaître avant d'essayer de développer quelque chose de nouveau. Et beaucoup de travail. Je pense que c'est la chose fondamentale, c'est la passion et l'envie de travailler. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant,
et je devais présenter des projets à mes enseignants. Je ne rentrais même pas le soir à la maison, je travaillais toute la nuit. Des fois, je dormais sous la table à dessin pour pouvoir être prêt le matin à présenter le projet à 8 heures le matin. Et donc, c'est une activité, le travail de l'architecte, qui est assez physique. Ça demande des grandes disponibilités et des grands efforts dans le temps. Vous avez édité un nouvel ouvrage récemment. Pouvez-vous nous en parler? Oui, écoutez, c'est le quatrième livre qu'on édite. Ce quatrième livre, c'est un peu l'histoire principalement de 10-15 dernières années. Donc, c'est les 10 dernières 15 années avec une cinquantaine de projets qui sont présentés. Mais en même temps, dans ce livre, on retrace les 30 et plus années de l'histoire d'Archilab, un peu comme un film qui parcourt un peu tous les projets. Et c'est l'aboutissement d'une période très intense, mais pas la fin d'un chapitre, mais c'est plutôt le début de quelque chose que j'espère puisse continuer dans le temps. Pour le futur d'Archilab, que j'espère puisse continuer même après moi, avec mes collaborateurs qui sont en train de m'accompagner dans cette démarche, dans le travail qu'on fait dans le bureau Archilab. Quels sont vos prochains objectifs et projets à venir ou à devenir? On a beaucoup de projets, comme j'ai dit, on a une soixantaine de projets en cours. Et les projets sur lesquels on travaille, c'est toujours les projets les plus intéressants. Par rapport à votre carrière et toutes les expériences que vous avez pu avoir, avez-vous une perception différente de l'approche en tant qu'architecte et vis-à-vis aussi des attentes de vos clients par rapport, par exemple, Amérique du Nord, Europe, Asie? Quel est votre point de vue sur ce sujet? Écoutez, c'est bien sûr des mentalités très différentes. Donc, quand on travaille en Moyen-Orient, on a des interlocuteurs avec des sensibilités très différentes de quand on travaille avec des Américains. Ici en Suisse, encore autre chose. Donc, quand je dis, il faut toujours être à l'écoute de nos clients, écouter leurs besoins, comprendre leur culture, leur éducation. Et c'est seulement quand on a compris vraiment qu'est-ce qu'ils veulent qu'on peut arriver avec une réponse architecturale qui soit juste. Mais il y a d'abord beaucoup d'écoute. C'est vrai qu'ici en Suisse, les démarches sont un peu plus compliquées que dans d'autres pays. Moi, j'ai vu par exemple à Dubaï, si on est bien accompagné, un projet de grande envergure comme l'école qu'on a fait Swiss International School of Dubai. On a obtenu les permis pour une école pour 2500 habitants, 2500 étudiants en 3 mois. Et on a construit en 16 mois quelque chose qui ici aurait duré peut-être 6 ans. Donc on voit que l'efficacité et la rapidité dans ces pays, elle est assez extraordinaire. Dans une période beaucoup plus rapide, ici, pour construire l'équivalent, on aurait mis 6 ans entre les autorisations, les permis, la construction, ça aurait été beaucoup plus long. Donc ça, c'est un peu le regret que j'ai. Ici, les choses sont beaucoup plus lentes. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a une grosse demande, mais on n'arrive pas à fournir, à offrir quelque chose sur le marché pour répondre à cette demande qui est croissante tous les jours, de plus en plus. Par rapport à ça, quelles seraient les solutions envisageables, encore une fois, de votre point de vue, en tant qu'acteur majeur de développement au sein des différentes communes phares du canton? Quel est votre point de vue? Si on pouvait simplifier les démarches, ce serait déjà un grand succès. Avoir plus de courage, je dirais aussi, de la part des administrations, et être capable de répondre à des questions sans avoir besoin de s'adresser à des commissions et sur d'autres commissions qui font que rallonger les
périodes et les démarches pour l'obtention de permis. Est-ce qu'il y a certains projets, de par on va dire ces délais administratifs longs, est-ce qu'il y a certains projets qui n'ont pas vu le jour, les clients ont été démotivés ou ont tout simplement perdu patience, ou avec des refus ou des oppositions qui sont venus justement pénaliser cette motivation d'investissement de certains clients? Bien sûr, il y a des projets qui étaient très intéressants et que malheureusement, vu les complications, ils sont tombés à l'eau. Et finalement, au détriment de l'intérêt économique de la région, ou l'intérêt des futurs acheteurs, parce que finalement, ces projets n'ont pas pu se réaliser, parce qu'il y a eu des oppositions. Peut-être des fois, même c'est des oppositions qui sont juste pour faire retarder les projets et décourager les promoteurs ou les constructeurs à aller de l'avant. Et des fois, voilà, ça arrête une démarche dynamique de construction, et avec des dégâts qui sont énormes, à mon avis. Oui, parce qu'il y a une volonté d'investissement qui est claire et confirmée. Et il faut quand même avoir la capacité financière de maintenir un projet sur quelques années avant seulement de lancer la commercialisation. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au jour d'aujourd'hui, d'après vous? Comme je vous ai dit, faciliter, simplifier les démarches administratives. Ça serait vraiment... aujourd'hui, pour obtenir un permis, la moyenne aujourd'hui, c'est 2 ou 3 ans. Si on pouvait réduire à la moitié, on réduirait les coûts de construction aussi, parce que les coûts de construction sont liés aussi à cette longueur de procédure, et pouvoir mettre sur le marché plus rapidement des objets qui correspondent à la demande. Chaque architecte a une vision, une ligne directrice sur vos réalisations de villas individuelles majeures. Quelle est votre approche? Mais je dirais le projet de la villa individuelle, c'est un projet très intéressant pour un architecte. Pas tous mes confrères partagent cet avis. Il y a des architectes qui n'aiment pas tellement dessiner des villas individuelles. Moi, je trouve que c'est assez plaisant comme projet, comme type de projet, parce que c'est des projets qui sont assez rapides. C'est-à-dire, on rencontre le client, on arrive facilement à une réponse. Si on obtient le permis dans des délais normaux, on arrive à le réaliser aussi dans des temps raisonnables, 12, 16, 18 mois. Donc, c'est des objets qui sont très satisfaisants parce qu'on voit vite le résultat. Et je compare le travail de la construction de la villa. C'est très proche, la villa ou la maison individuelle, en tout cas, c'est très proche de la création d'un artiste, d'un sculpteur qui intervient dans le paysage. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet à nous aussi d'expérimenter des dispositifs d'utilisation de l'espace qui sont assez intéressants et chaque fois différents. Et la villa individuelle est souvent le laboratoire pour essayer certaines typologies de construction ou typologies de manière d'habiter. Pour rebondir là-dessus, en termes d'innovation, je parle de villa individuelle. Votre vision sur les 10-20 ans à venir, quelle sera la typologie d'architecture, quelles seront les envies des clients pour ces nouvelles constructions? Je vais dire quelque chose peut-être qui ne va pas vous faire plaisir, mais je pense que la villa individuelle n'a pas un futur facile, parce qu'on voit que la tendance, c'est de limiter de plus en plus cette typologie de construction. Et d'un côté, c'est aussi vrai que construire en périphérie des sites urbains, c'est peut-être au niveau urbanistique, il y a une certaine aberration. Donc, des terrains qui sont appropriés pour développer des villas individuelles, il y en aura de moins en moins dans le futur. Donc, ça voudrait dire aussi que la valeur immobilière des villas qui existent
les villas individuelles qui existent ou qui pourront être construites sera de plus en plus haute parce que je pense qu'on aura de plus en plus de difficultés à construire des villas dans des terrains qui aujourd'hui sont en périphérie des sites urbains. Ça, je pense, c'est une tendance que je considère correcte. Juste, on ne peut pas continuer à éparpiller les constructions dans tout le paysage. Donc, de rester concentré dans certaines zones pour pouvoir les construire, je pense que c'est approprié. Mais je pense qu'il y aura de moins en moins de possibilités de construction de villas individuelles. Vous êtes multicarte. Oui. Vous pouvez nous parler de vos autres activités ou hobbies, je serais tenté de dire. Vous savez, j'aime bien me qualifier comme agriculteur. J'ai une passion que c'est la culture de l'huile d'olive. Donc, j'ai une passion depuis quelques dizaines d'années et je suis en train d'expérimenter tout un développement de culture de l'olive qui permet une production d'huile en Toscane qui est vraiment ma grande passion. Donc, je dis toujours, ma profession, c'est l'agriculture, l'architecture, c'est mon hobby. On peut en profiter pour peut-être citer la marque ou le site. Hein. Ça s'appelle Montemoneta, c'est le nom de la région. Et c'est une huile biologique. Je trouve, je peux pas dire que autre chose que c'est le meilleur qui existe, avec un goût extraordinaire. Et c'est une petite production, mais avec une grande qualité. Alors Gabriel, d'où est venue cette passion pour l'huile d'olive? D'abord, je dirais c'est le rapport avec le terrain. C'est quelque chose qui est très proche du métier d'architecte. C'est comprendre le site, le lieu, et puis d'en tirer le mieux possible. Comme dans l'architecture, on doit comprendre le site, le lieu pour créer quelque chose qui soit cohérent. Dans l'agriculture, c'est un peu la même chose. Il faut comprendre le lieu, il faut comprendre le terrain et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ça. Et j'ai trouvé très intéressant la culture de l'olive parce que en appliquant des traitements biologiques, comment on arrive à produire quelque chose d'assez extraordinaire en adaptant les différents systèmes d'enrichissement du terrain par des interventions naturelles et comment on peut impacter le goût du produit final. Et ça, je trouve que c'est assez proche du travail de l'architecte, qu'on travaille dans le paysage, dans les deux activités, et on produit dans les deux activités quelque chose qui est le fruit du terrain. Alors, vous avez donné envie à beaucoup de personnes, d'amateurs. Oui. On peut se fournir où j'ai une production assez... je dirais confidentiel, ce n'est pas de la grosse production, donc c'est moi-même que je m'occupe de la distribution et de la vente. Donc j'ai quelques points de vente dans lesquels on peut trouver ma production. Mm-hmm. Pour rebondir sur du coup, le hobby, oui. L'architecture, comment vous voyez l'intégration des nouvelles constructions, mais dans un futur plutôt, on va dire, dans les 20-30 années, puisqu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et puis, on a des constructions qui commencent à être obsolètes. Et désormais, on a une rupture, je dirais, architecturale entre la nouvelle construction et puis les bâtiments vieillissants. Quelle est votre perception à l'avenir ? Je pense qu'il faut continuer à développer dans la verticalité surtout, comme on a cité tout à l'heure. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de mettre en contradiction la villa individuelle plutôt que l'appartement. Je pense que dans la manière de vivre dans le futur, on peut trouver une qualité d'habitation aussi dans des bâtiments, dans des appartements, qui peuvent offrir des qualités aussi intéressantes que dans le rêve de la villa individuelle.
Donc je pense que la recherche, elle doit se faire dans ce sens, qu'on se rend compte qu'il y aura de moins en moins de villas individuelles, hein, comme on a dit tout à l'heure. Il y aura, j'espère, de plus en plus des immeubles avec des appartements. Et dans ce type d'appartement, il faudrait être créatif, inventif pour donner une qualité de vie qui soit comparable, voire meilleure ou supérieure à l'idéal qu'on a tous, de dire j'aimerais bien ma propre villa. C'est un peu le désir de tout le monde d'avoir sa propre villa. Mais je suis convaincu qu'on peut créer à l'intérieur d'immeubles résidentiels des appartements avec des qualités même supérieures de l'idéalisation de la villa individuelle. Et c'est dans ce sens-là que je m'imagine, je souhaite un futur pour les futures constructions et habitations dans des immeubles à plusieurs étages, plus d'étages possibles même, je dirais. Parce que c'est seulement avec la verticalité qu'on arrivera à donner des réponses cohérentes par rapport à ce que je viens de dire. C'est ce qui s'est fait dans plusieurs mégalopoles. Où vous avez fait vos études à New York, Manhattan. Oui. Depuis beaucoup d'années, ils ont commencé à développer en fait, justement, et vendre les surfaces de vente des étages à créer. Et ça, c'est quelque chose qui commence à arriver. Vous l'étudiez. Des promoteurs sont aussi à l'étude et commencent aussi les réhabilitations en gagnant la volumétrie sur les étages supérieurs. On constate aussi qu'on a une tendance de clients qui disposent d'une belle propriété individuelle, mais désormais, ils ont envie d'aller sur de l'appartement, mais pas n'importe quelle typologie d'appartement. La création d'espaces tels que patio, intérieur, relation avec l'extérieur, etc. Ça, c'est des volontés de vos mandants. Enfin, vous avez plusieurs questions, plusieurs sujets sur cette thématique. On vous demande, est-ce que vos mandants vous posent la question, crée-moi un espace différent de ce qu'on peut trouver actuellement dans le marché local? Il y a des promoteurs qui viennent avec une volonté très claire de créer quelque chose de spécial, de nouveau. Et nous, on est bien sûr très attentifs et intéressés par cette démarche parce qu'on est profondément convaincus que, surtout dans la verticalité, on peut trouver des possibilités de création de qualité spatiale qu'on ne peut pas trouver dans un petit immeuble de 2 ou 3 étages. Donc, dès qu'on peut superposer des fonctions et des étages, on crée une certaine richesse aussi à l'intérieur de ces nouveaux volumes. Donc, on est, nous, toujours à la recherche de créer quelque chose de nouveau et qui soit une réponse cohérente à la volonté des futurs acheteurs, futurs habitants, qui idéalisent toujours leur habitation rêvée. Et on aime lui donner quelque chose de particulier, de nouveau. Et c'est beaucoup plus facile dès qu'on a une volumétrie très importante. Sur un immeuble de 2 ou 3 étages, c'est très difficile de pouvoir donner des qualités spatiales de locaux communs, de locaux où on peut partager des activités, des espaces de rencontres. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir des densités supérieures pour pouvoir donner aussi des qualités à l'habitat. Chose qu'aujourd'hui, les règlements ne nous autorisent pas. Ce serait intéressant, par exemple, de dire que voilà, sur un bâtiment de 1000, 2000 mètres carrés, on peut avoir un bonus de 10%, de 20% pour des espaces communs, pour créer quelque chose de qualitatif pour les gens qui vont habiter à l'intérieur de ces immeubles. Ce serait intéressant, ça pourrait être un élément qualitatif supplémentaire qu'on peut donner aux gens qui vont habiter ces immeubles. La typologie de distribution d'appartements dans un immeuble résidentiel, quelle est la tendance de la demande de vos clients? On est plutôt sur du 3 pièces et demie, 4 pièces et demie, 5 pièces et demie, ou on réduit un peu les surfaces compte tenu du coût au mètre carré et de la valorisation du marché immobilier?
Vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire coïncider le rêve, le désir et la capacité économique. Cette équation est toujours difficile. Dans n'importe quel budget on se trouve. Qu'on soit dans 600 000 francs pour un appartement ou en 2 pièces, ou bien l'appartement à 7-8 millions, il y a toujours une difficulté de faire correspondre le désir, le rêve avec la capacité économique. C'est clair qu'aujourd'hui, si on regarde la pyramide de la population, on a plus de gens qui peuvent accéder et qui veulent accéder, qui peuvent accéder à la typologie de 2 pièces et de 3 pièces, disons, c'est la moyenne la plus demandée. Bien sûr, tout le monde aimerait avoir des appartements de 200 ou 250 mètres carrés, mais après, voilà, la bourse ne le permet pas. Donc après, les typologies qui se vendent le plus, mais comme je dis, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, c'est des 3 pièces de 90, 95 mètres carrés, ça c'est un peu la typologie qui se vend le mieux, ou de 4 pièces de 105 mètres carrés. Mais c'est clair que plus on augmente la taille de l'appartement, plus bien sûr c'est confortable, hein, mais bien sûr ça va coûter encore plus cher. Donc aujourd'hui, ce qui prime, ce qui se vend bien, c'est la complexité d'un appartement. Donc si on arrive à mettre 3 pièces et demie, 4 pièces et demie dans 100 mètres carrés, c'est déjà une grande réussite. Ou bien en 3 pièces et demie, en 80-85 mètres carrés, c'est quelque chose qui est très performant et qui permet de répondre à une demande qui est très présente dans le marché. Oui, tout à fait. Et puis, c'est important aussi de mixer l'offre dans une construction, puisque on a différents clients qui vont avoir des besoins pour des petites surfaces, d'autres plus grandes. Et on le voit souvent, certains de nos mandants disposent d'une belle propriété, et puis à un certain âge souhaitent aussi réduire la gestion, parce qu'il y a une gestion aussi des grosses propriétés, et puis ils se redirigent vers des projets neufs, parce qu'ils ne veulent pas acheter de l'ancien pour X raisons. Et ça aussi, c'est important d'avoir une approche architecturale avec tout ce panel de critères importants pour eux, que ce soit au niveau de la performance énergétique, de la cosmétique, que ce soit intérieur, extérieur, et puis des solutions novatrices par rapport à tout ce qui est matériaux, parce qu'on parle souvent d'architecture extérieure, mais il y a quand même toute l'approche intérieure. Quelle est la demande de vos clients par rapport à cette approche-là? Est-ce qu'ils ont besoin de choses minérales ou plutôt technologiques? Je pense que, en tout cas, la réponse que nous, on souhaite donner à nos clients, aux utilisateurs des constructions qu'on développe, c'est toujours des solutions où il y a une architecture cohérente entre l'intérieur et l'extérieur, bien évidemment, une certaine sobriété dans les matériaux, c'est ce que j'aime. On essaie d'utiliser le moins possible de matériaux. Moi, je dis toujours que dans un immeuble ou dans un appartement, il ne faudrait pas utiliser plus que 3 matériaux parce que la diversité crée le chaos et je trouve qu'il faut rester sobre et minimaliste aussi dans la manière d'utiliser les matériaux et les espaces parce que je pense que l'appartement, le lieu où on habite, ça doit être une enveloppe neutre. Je pense qu'un bâtiment, un appartement doit être une enveloppe neutre où la personne peut se projeter à l'intérieur et amener sa propre personnalité. Donc, c'est important que l'architecte reste un peu en retrait par rapport au caractère de l'espace, dans le sens qu'il doit avoir une certaine sobriété pour permettre à la personne qui va y habiter d'amener son propre caractère.
On parlait un peu plus tôt c'est déjà d'actualité depuis de nombreuses années dans beaucoup de pays, un peu moins ici en Suisse, mais tout ce qui est développement condominium, avec multiples services dans un building. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette offre est adaptée, surtout au canton de Vaud, puisque on y réside et puis on y travaille? Quel est votre point de vue sur le sujet? Mais vous avez posé une question qui est très juste. Et ce que je disais tout à l'heure, serait intéressant de développer de plus en plus ce type d'espace de qualité dans les immeubles. Parce que malheureusement, on a des coefficients de construction, on a des coûts de terrain qui sont très élevés. Et donc, la totalité des mètres carrés qu'on construit, on les attribue à l'habitation. Et on n'a pas beaucoup de place pour créer des espaces qui sont qualitatifs, mais qui sont commercialement difficiles à rentabiliser. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'idée de créer comme des bonus qu'on pourrait donner dans une construction pour créer des espaces qui sont voués à augmenter la qualité de l'habitation, mais qui ne sont pas des espaces qui seront vendus. Donc, c'est des espaces que les gens peuvent utiliser et qui augmentent la qualité de l'immeuble, mais une qualité au niveau de qualité de vie, qualité du quotidien, et difficile aujourd'hui de rentabiliser parce que, bien évidemment, avec le coût du terrain qu'on a aujourd'hui, tous les mètres carrés doivent être utilisés pour être revendus dans des surfaces d'habitation. Gabriele, c'était un plaisir d'avoir cette interview avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. On se dit à bientôt. Oui, à bientôt et merci beaucoup de me stimuler avec des questions très intéressantes qui nous ont permis de développer des idées et j'espère amener des pistes pour améliorer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le panorama de la construction locale. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.